De Mouloud Ferraoun, le fils du pauvre, chapitre 5. Il est clair que mon oncle n'avait pas tort de vouloir me donner une éducation virile. Mais il y mettait trop d'enthousiasme et de parti pris. Je n'ai guère profité de ses leçons. Une de ces démonstrations, plus dramatique que les autres, confirma ma façon de voir, et je sus apprécier tout jeune le prix de la tranquillité. C'était un matin pendant la saison des figues. Les fellahs avaient déjà rempli un premier sac de feuilles de frêne pour leurs bœufs et venaient se reposer sur les larges dalles de la place aux musiciens. Je connaissais tous ces hommes. Voilà sur le banc couvert Boussad Namer en train de confectionner un panier avec des brins d'olivier sauvage. Je m'assois à ses côtés. C'est lui qui m'intéresse. Je sais qu'il supporte les enfants. Son visage noirot ne m'effraie pas, malgré ses rides et ses yeux pétillants. Il est nu-tête parce qu'il fait chaud. Son crâne bosselé sous des cheveux coupés ras fait songer à une pastèque. L'échancrure de sa gandoura laisse voir sa poitrine velue. Il a placé dans sa séchia renversée sa tabatière de cornes. Les brins d'olivier sauvage occupent toute la dalle de marbre fauve. Il tient les bouches de panier entre ses jambes tannées qui lui servent d'étau facile à régler. Il taille et tresse en même temps. Je le regardais faire attentivement, mais j'étais trop près. Les brins en s'entortillant m'effleuraient le visage. « Recule, fils de Ramdan, le banc est large. »« Non, je veux apprendre. »« Va jouer avec ceux de ton âge, tu attires toutes les mouches sur ta figure et tes yeux. »« J'ai ma place à la djema'a comme tous les autres. »« Bon, mais prends garde que je ne te touche. » Tous les marmots du village apprennent de bonne heure qu'ils ont leur place à la djema'a. Le moindre rejeton mâle y a autant de droit que n'importe qui. Cela, nous n'hésitons jamais à le rappeler aux grandes personnes avec autant d'impertinence que d'à-propos. Boussad me subit, se tut et continua son travail. Les brins d'olivier sauvage s'entrecroisaient plus ou moins docilement. Parfois ils se cassaient. Alors il saisissait un grand couteau bien effilé et retaillait le bout cassé. Je ne peux pas dire comment cela arriva. Je sentis soudain une chaleur douce aux sourcils, suivie immédiatement d'une douleur aiguë comme une piqûre de guêpe. Il venait de m'appliquer la lame de son couteau sur le front. J'y portai la main avec vivacité, je la retirai inondée de sang. Alors je me mis à crier. Tous les hommes se levèrent, vinrent à moi, je me débattis comme un possédé entre les mains du vieux qui me tenait et m'appliquait sur la plaie ce qui lui restait de prise au fond de sa tabatière. Un autre déchira sa gandoura déjà en loques et me fit un turban avec un morceau de la vieille étoffe. Le sang continuait à couler. Je continuais à crier. Boussad était pâle. Son couteau gisait parmi les brins en désordre et le panier informe. Il était anxieux et demandait en haletant si ma blessure était grave. « Tu aurais pu lui crever un œil. Ne l'ai-je pas averti? Il était trop près. Dieu l'a voulu, je n'y peux rien. Tu aurais dû faire attention, c'est bien malheureux. Reste à voir comment ses parents recevront le petit. Va chez toi, Menrad, va. Dis à ta mère qu'elle t'applique la cendre d'un linge brûlé. » Je me dirigeais chez nous ensanglanté, conscient d'avoir échappé à un assassinat, puisque les témoins eux-mêmes ne voulaient pas croire le malheureux Boussad, qui jurait par tous les saints qu'il ne m'avait pas blessé exprès et qu'il m'aimait comme l'un de ses enfants. Mais il avait beau jurer, tous ces braves gens hochaient la tête en s'apitoyant sur mon sort. On ne pouvait certes ni douter de leur sincérité, ni les accuser de chercher honnêtement à envenimer les choses. La première personne que je rencontrai sur le seuil de notre porte était justement celle que la Providence aurait mieux fait d'éloigner à ce moment-là. C'était mon oncle attiré par mes cris. Ma mère était sur ses talons. Ils virent ma figure barbouillée de sang, mon turban sombre et mouillé. « Qui t'a arrangé ainsi ?» dit mon oncle.
On a tué mon fils, glapit ma mère qui poussa sans hésitation un grand cri de détresse. Je lui répondis de mon mieux. Mon oncle était hagard. Dis vite, qui? Pourquoi? C'est Boussad ma mère. Exprès? Oui, il a voulu me tuer. Cela suffit. Mon oncle file comme une trombe. Instantanément, il a imaginé la scène. Ce Boussad d'un sof rival armé d'un couteau se jette sur son neveu sans défense. Il veut tuer l'enfant, supprimer le dernier des Menrad. Mon oncle court, vole à la Djemara armé d'un gourdin. Une bouffée de haine lui monte du cœur à la tête. Il va venger son honneur, il va imposer aux gens le respect de sa famille. Ma mère se précipite derrière lui, entraînant le reste de ma famille. C'est une course confuse. Nous n'avons pas le temps d'arriver à la Djemara que nous parviennent des vociférations. Je ne pense plus à ma blessure, je tremble comme une feuille. La place est pleine de monde, telle l'entrée d'une fourmilière sur laquelle on vient de marcher. Je suis seul dans la bagarre. Où est ma mère? Où est mon oncle? Je distingue à l'une des sorties de la Djemara une grappe d'hommes se bousculant. Je vois nettement un cousin de Boussad lancer une pierre qui tombe avec un bruit mat. Puis j'entends un grand cri dominant le brouhaha. Un de nos cousins fonce dans le tas avec une matraque. Il soulève quelqu'un de terre. C'est mon oncle. À une dizaine de mètres plus loin, dans une ruelle sans issue, se déroule la bataille des femmes, bruyantes et grotesques répliques. Elles forment elles aussi une grappe tumultueuse et multicolore où domine le noir des chignons et le rouge des foutas. La Djemara se remplit de plus en plus de spectateurs et de lutteurs. Aucun spectateur n'est indifférent. Les vieilles inimitiés se réveilleront. D'anciens comptes qui n'attendent qu'un prétexte peuvent se régler. Mais voilà la mine. Il monte sur une dalle. À côté de lui, un marabout déploie un étendard de soie jaune. Que la malédiction soit sur celui qui ajoutera un mot ou fera un geste, dit ce dernier d'une voix forte et grave. Les hommes se séparent. Les femmes s'envoient traîtreusement le dernier coup. Mon cœur bat à se rompre, ma gorge et mes lèvres sont sèches. Je ne peux ni pleurer ni fuir. J'aperçois ma mère, les cheveux au vent, cherchant son foulard. Je vais près d'elle. Elle me trouve, ne cherche plus rien, serre ma petite main et abandonne la place. Ma mère a l'oreille déchirée. Ma grand-mère brandit dans ses mains une poignée de cheveux. Baya a pris comme trophée la Fouta Daini, la femme de Boussad. Elles sont échauffées et voudraient se battre encore. Elles m'étourdissent avec le flot d'injures dont elles accablent leurs ennemis déjà loin et qui sans doute les injurient tout autant. À peine sommes-nous à la maison que les gens du quartier rentrent, portant mon oncle méconnaissable. Il a reçu une grosse pierre sur la tête, un coup de couteau au flanc. Notre cousin Cassie a subi lui aussi plusieurs coups de bâton. Quant au sof rival, il a eu exactement son compte. Boussad est transporté chez lui assommé par mon oncle. Son frère a perdu la moitié de ses dents. D'autres ont été suffisamment maltraités. Yeux pochés, figures labourées, dos meurtris. Ce bilan est dressé par l'un des nôtres, pendant qu'on couche mon oncle sur une natte. Ils portent tous des marques de la bataille, longues égratignures où perlent des gouttes de sang, gandoura déchiré, turban sur les épaules. Ma mère présente un vase en terre plein d'eau pour laver les blessés. Pas du tout, dit quelqu'un. Il faut les laisser tels qu'ils sont et que les roumis les voient ainsi. Éloigne-toi, gronde mon oncle. Nous te ferons monter sur un âne, ajoute Cassie. Nous irons voir le caïd tout de suite. Oui, les autres en feront autant. Il s'agit de les devancer, dit un autre. Chacun donna son avis, mais les propos étaient empreints d'incertitude et d'hésitation. Tous redoutaient les suites que pouvait entraîner cette histoire. Aucune des mesures proposées ne donna satisfaction. On promit de revenir le soir au grand complet pour préparer le plan de défense des Haït Moussa contre les Haït Hammer. Puis tout le monde se retira, à l'exception de notre cousin Rabah, un homme bien bâti, qui sur un signe de mon oncle s'assit près de la soupente.
Dans la famille, on semblait oublier que j'étais la cause initiale de ce malheur. Ma tante Halima et ses filles étaient là pour me le rappeler sans pitié. Halima boudait, elle avait été la moins ardente dans la bataille. Elle détournait obstinément les yeux de son mari et me lançait de temps en temps des regards pleins de colère. Ma cousine Jouhar passa près de moi et me pinça brutalement. « Regarde ton oncle, il est joli, c'est à cause de toi tout cela. » Elle m'a fait bien mal, mais je ne dis rien. J'étouffe un sanglot dans ma gorge, je regarde ma mère avec désespoir, elle a tout vu. Elle baisse les yeux impuissante. Elle m'abandonne. Soudain mon oncle se lève sur son séant, il a tout vu lui aussi. « Retire-toi avec tes garces, dit-il à sa femme. Halima sort en grognant. « Approche, Fururu. Alors, tu as bien mal ?» Il me prend la main, m'attire près de lui, je n'en peux plus. Mes yeux s'inondent de larmes, ma petite poitrine se secoue, je pleure sans arrêt. Ma mère me jette sur son dos et sort à son tour. Nous le laissons seul avec ma grand-mère et Rabah, pendant que la première lui applique sur les plaies une pâte noirâtre de sa fabrication. Il donne au second quelques recommandations secrètes. Mon père est absent. Il est parti de bonne heure pour Tizi Ouzou avec une charge de raisins portée par son âne. Il ne sera de retour qu'à la nuit tombante. Il n'a rien vu de la bataille. Les Haït Hammer le savent, ils sont capables de lui tendre un guet-apens, puisque nous avons eu l'avantage le matin. Tout notre sof est fier d'avoir eu le dessus. La chose a été décidée à l'unanimité. Il n'y a peut-être que nos rivaux qui soient dans notre avis, et qui à leur tour avec le même ensemble se proclament les vainqueurs. Seulement nous ne nous en doutons pas. Voilà pourquoi mon oncle a retenu Rabah. Maintenant il le charge de se munir d'armes, d'aller à la rencontre de mon père et d'avertir quelques proches parents décidés afin qu'ils se tiennent aussi en dehors du village à l'endroit présumé où viendraient se poster les ennemis.